Donc, pour bien définir qu'est-ce que c'est l'ergonomie, parce que ce n'est pas juste une chaise, un bureau, c'est plus différent. Donc, on va voir la définition et comment est-ce qu'on appelle l'activité intégrée dans son environnement. Et après, on parlera de tout ce qui est ergonomie et troubles cognitifs. Qu'est-ce qu'on fait au sein de Fimeco? Pourquoi est-ce que ça a été intégré et comment est-ce que ça a intégré? Donc, l'ergonomie, qu'est-ce que c'est? Si on prend une définition la plus simple, c'est on adapte le travail à l'homme. Donc, c'est la CELF de 1989 qui définit cette phrase. Et on va pas, du coup, c'est pas l'homme qui va s'adapter au travail, mais bien le travail à l'homme. Donc, pour ça, il y a une définition de l'Association ergonomique internationale en 2000 qui indique que l'ergonomie, ou on peut aussi appeler human factor, ça peut s'entendre, on peut entendre aussi ça communément, est la discipline scientifique qui vise donc la compréhension fondamentale des interactions donc des humains et des autres composants d'un système. C'est pour ça que plusieurs fois, je vais vous parler d'un système. Et on va voir plus spécifiquement juste après, mais tout ce qui va intégrer activité, tout ce qui va être dans ces interactions. On va donc appliquer des principes donc, théoriques, données, méthodes, et le but d'optimiser du coup le bien-être des personnes, mais aussi la performance globale des systèmes. Donc c'est pour ça le but quand on arrive en entreprise ou d'une personne, on va voir pour le bien-être d'une personne, mais aussi pour le bien-être de l'entreprise, la performance de l'entreprise. Euh, donc voilà, il y a vraiment ces deux points qui sont prédominants aussi dans tout ce qui est l'ergonomie. On va faire des évaluations d'un système, d'un composant. Le but, donc, pour optimiser, pour aussi voir l'optimisation, la planification, la conception, mais on va voir aussi sur des tâches, des produits, des organisations, des systèmes. L'ergonomie va aller vraiment dans plein de points spécifiques. Le but va être de rendre compatible, du coup, avec les besoins, avec, du coup, les capacités, les limites, pardon, que je ne vous ai pas dit, et tout ça pour créer un aménagement. Donc, c'est comment dire, une définition assez large et on va voir ça plus précisément. Donc, dans l'ergonomie, on peut la diviser, mais ça reste toujours des approches complémentaires. Dans l'ergonomie, on peut voir l'ergonomie cognitive. Ça va être des prises d'informations, surtout dans le cas d'interactions, par exemple, humain-machine, mais aussi l'activité individuelle et collective, c'est prendre en compte, du coup, tous les enjeux humains associés. Je vous illustrerai ça avec chaque élément tout à l'heure. Ensuite, l'ergonomie organisationnelle, tout ce qui est relations interhumaines, socio-culturelles, on va voir tout ce qui va être organisationnel, les fluides, les structures, voilà, diverses choses. Et l'ergonomie physique. Souvent, quand on parle d'ergonomie, on se référence à l'ergonomie physique, chaise bureau, quelle position j'ai. Donc, comme on a vu, il y a d'autres types d'ergonomie, tout ça complémentaire. Et la physique, on peut voir, donc oui, il y a tout ce qui est les mouvements, toutes les structures. Et le but, c'est tout ce qui est compatibilité avec les composantes physiques de l'être humain, mais aussi dans son environnement de travail. Ces approches, quand on va intervenir, les trois vont être évaluées. On va voir la cognition, l'organisation et la physique. On ne va jamais se centrer sur un point. Nous, quand on intervient avec des troubles cognitifs, on va aussi voir si l'organisationnel et la physique vont être aussi pertinents, s'il y a besoin d'aménagement. Ensuite, on peut aussi définir plusieurs types d'ergonomie. On peut intervenir, par exemple, dans la conception. Dans la conception, c'est agir sur une situation de travail en amont. Donc, on va imaginer, définir des solutions en visant vraiment à conseiller, à solliciter les objectifs, parfois qui sont pas encore enfin, qui sont un peu contradictoires, qui ne sont pas encore précis. Le but, c'est d'intervenir vraiment en amont de la construction, en intégrant l'activité dans les plans et de pouvoir concevoir en même temps que la création d'un outil, d'un objet, d'une usine. Nous avons aussi de l'ergonomie de correction. L'ergonomie, là, il y a une situation qui est inadaptée. On a évalué des difficultés, on a évalué qu'il y a des fragilités. Par exemple, là, on peut voir que il y a des zones qui sont en rouge. En rouge, ça veut dire qu'il y a des sollicitations pour le corps. Et on va devoir créer des solutions pour diminuer
ces difficultés observées. Donc, on va corriger une situation pour l'améliorer. On a tout ce qui est ergonomie d'aménagement. Par exemple, on veut aménager un bureau, un espace. On va chercher, toujours à l'aide de différentes approches complémentaires, comment est-ce qu'on peut aménager une situation. Par exemple, la structure va changer de site et elle profite du coup d'introduire l'ergonomie et on va modifier la place. On a aussi de l'ergonomie prospective, ça c'est vraiment concevoir les produits de demain. L'outil n'existe pas, l'objet n'existe pas, mais du coup, c'est vraiment cette pensée dans la prospection. Donc ça, c'est différents points. Donc comme on voit, l'ergonomie n'est pas seulement un point spécifique, c'est vraiment très large. On intervient dans plein de domaines différents. Donc, pour vous illustrer tout ça, par exemple, on peut dire, dans un cockpit d'avion, on peut intervenir en tant qu'ergonome. Et ça se fait d'ailleurs souvent. À quel moment est-ce que l'information doit arriver? Combien d'informations? À quel endroit? Donc tout ça, ça va être des analyses ergonomiques avec des tests, des études pour savoir comment est-ce que le pilote va recevoir l'information pour améliorer sa pratique, mais aussi pour sécuriser tout l'avion. On peut voir aussi, par exemple, une application, création, modification d'une application. Où est-ce qu'on met les informations? Il faut qu'elles soient maniables sur téléphone, sur site. Il y a toute une équipe pluridisciplinaire et on intègre un ergonome pour essayer de savoir par rapport, pareil, toujours, où est-ce qu'on met l'information. Par rapport, là, on va essayer par exemple, l'ergonomie physique pour savoir avec le mouvement du poignet et du doigt à quel endroit est-ce que c'est facile d'utiliser le bouton. On peut aussi arriver dans l'ergonomie, dans la conception d'un bâtiment. Donc, le but, ça va être vraiment de mettre l'activité dans les plans. Donc, on peut utiliser par exemple des logiciels 3D, simuler une activité dans le but de se rendre compte en amont des difficultés qui pourraient arriver quand l'activité est sur place. On a aussi tout ce qui est évaluation des risques psychosociaux dans une entreprise. On observe de l'absentéisme, un burn-out, un turnover. Pourquoi est-ce que sont là? Donc, on peut intervenir, faire une analyse et voir où sont les problèmes et aussi proposer des solutions pour résoudre ces problèmes-là. Et ensuite, le but aussi, par exemple, on arrive, il y a une chaîne en usine, on peut faire une analyse totale de la chaîne physique, organisationnelle, cognitive, dans le but de diminuer les risques au travail. Donc, le but, dans un premier temps, c'est de les identifier et après de les modifier pour les diminuer. Ces différentes interventions qu'on peut trouver en ergonomie, il en existe bien sûr plein d'autres. Maintenant, je vais vous présenter un schéma qui est appelé E5 carré de Leplat et Cuny, qui est une base en ergonomie et qui va vous expliquer en fait pourquoi on observe l'activité mais son environnement aussi. Parce que l'activité est vraiment intégrée dans son système. Donc, nous avons dans un premier temps les conditions internes, qu'on peut dire aussi la personne, l'employé. Cette personne, elle est là avec ses caractéristiques physiques, qu'elle soit grande, forte, petite, cognitive, avec des difficultés, sans difficultés, avec des forces, des faiblesses, de l'expérience, un niveau de formation. Donc, elle a des conditions à elle. Ensuite, il y a les conditions externes de l'organisation, l'entreprise. Quelle est la tâche? Quels sont les moyens qu'on donne à la personne pour faire cette tâche? Quel est l'environnement? Est-ce que c'est un environnement bruyant? Est-ce que c'est un environnement une open space? Tout ça, c'est les conditions externes et ça crée les conditions de travail. Donc, celles-là, nous aussi, on va venir les observer parce que ces conditions de travail influent sur l'activité qui va être créée. Donc, la personne dans ces conditions va faire une activité. Cette activité va avoir des répercussions sur la personne, de l'homme. Ça peut être négatif comme des maladies professionnelles, des accidents, de la fatigue, du stress, mais aussi des choses positives, une augmentation de ses compétences, du plaisir au travail, voilà, différentes choses qui va générer sur la personne. Des effets aussi sur l'organisation. La quantité, est-ce que c'est fiable? Est-ce que, il y a des problèmes économiques? Est-ce que la quantité a été respectée? Est-ce qu'il y a eu des problèmes sur les machines? Il y a vraiment un effet sur toute l'organisation par rapport à cette activité. Et du coup, ce qui s'ensuit, ça crée des conditions de travail, enfin les effets des conditions de travail.
Mais ces effets de condition, ça revient sur les conditions internes et externes. Ça veut dire que si une personne a de la fatigue, quand elle va revenir au travail, refaire son activité, elle aura moins de conditions internes. Et à l'inverse, si c'est côté positif, elle a acquis de l'expérience, elle va avoir plus de compétences et avoir une meilleure activité. Du coup, nous, notre but quand on arrive dans une entreprise, c'est de voir l'ensemble, les conditions internes, externes, l'activité et les effets. Parce qu'après, dès qu'on a identifié, on va pouvoir cerner en fait comment est-ce qu'on peut aménager, améliorer. Il y a une difficulté, par exemple, cognitive sur la personne. OK, qu'est-ce qu'on peut améliorer pour cette personne? Mais on voit que par rapport aux conditions externes, il y a des choses qui ne marchent pas. Donc là, on va voir pour modifier les conditions externes pour que ça soit du coup adapté au travail à l'homme, adapté à la personne et que ça crée un cercle en fait qui soit du coup positif et qu'il n'y ait pas de difficulté là-dedans. Donc ça, c'était l'ergonomie en général et pourquoi est-ce qu'on intervient dans des processus ergonomiques. Maintenant, avec les troubles cognitifs, du coup, pourquoi est-ce qu'on a fait venir un ergonome dans l'insertion et le maintien en emploi? Et surtout, comment est-ce qu'on va mettre en place cette analyse? Donc, pourquoi est-ce qu'il y a eu l'intervention d'un ergonome? Donc déjà, il y a eu des demandes d'identification de difficultés en poste. Les personnes qu'on reçoit peuvent nous émettre des difficultés, mais on n'a pas cette vision de sur poste, qu'est-ce qui se passe concrètement. Donc, ce besoin aussi d'objectiver ces difficultés. Ils ont aussi besoin des fois de mettre en place des outils de compensation, qui sont des fois des outils externes qu'on a besoin de mettre en entreprise, en poste et aussi des besoins de données systémiques. Donc, l'ergonome va pouvoir apporter ce besoin-là et ce point de vue vraiment en poste avec l'ensemble du système que je vous ai présenté tout à l'heure. Et qui nous fait la demande? Donc, la demande, elle peut venir de plusieurs personnes. Ça peut venir du bénéficiaire. Le bénéficiaire est en emploi et lui-même observe et ressent des difficultés en poste. Donc, il va nous faire la demande parce que, par exemple, on l'accompagne, ou il peut faire la demande à une autre personne, par exemple, après au prescripteur, en disant, ben, moi, j'aurais besoin qu'on m'aide pour trouver des moyens de compensation. Donc là, on peut intervenir toujours dans le cadre du marché avec une demande et un prescripteur. Ensuite, il peut y avoir l'employeur. L'employeur peut aussi identifier des difficultés. Ça peut être des difficultés de production, de comportement, de communication. Il n'y a pas qu'une seule difficulté, il y a vraiment plein de formes de difficultés. Donc là, pareil, il en fait, soit on est en communication, il nous émet des difficultés, soit il passe par un prescripteur pour demander cette analyse. Après, la demande, elle peut venir aussi du prescripteur ou de Fimeco, ou à la suite d'entretiens, des informations communiquées par les différentes parties, on trouve que c'est intéressant de mettre en place cette analyse de poste. Donc, on propose du coup cette analyse. On fait toujours cette analyse avec l'accord des personnes, des parties prenantes. Et l'analyse de poste, du coup, avec ces troubles cognitifs, comment ça va, quel est le but? Du coup, ça va être de comprendre le travail du bénéficiaire, d'identifier les différentes tâches qu'il effectue et de comprendre le système dans lequel il intervient. Donc, tout ce schéma d'avant. On va observer tout pour vraiment comprendre son travail, quelles sont les difficultés, quels sont l'environnement. Cette analyse, bien sûr, il n'y a aucun jugement. On ne va pas évaluer l'employeur. On ne va pas évaluer la personne pour savoir si elle est toujours en capacité. Ce n'est pas une évaluation et on va juste essayer de proposer des préconisations pour améliorer la situation pour l'employeur et l'employé. Donc, il y a une demande. Qu'est-ce qui se passe après? Donc, moi, je vais essayer de relever toutes les difficultés perçues. Donc, ça passe par des entretiens avec le bénéficiaire, mais aussi avec l'employeur, les encadrants, afin de voir les difficultés perçues par l'un, mais aussi par l'autre, et avoir une estimation un peu de différentes difficultés, parce qu'elles ne sont pas forcément les mêmes, en fait. On peut percevoir d'autres difficultés que les autres perçoivent de nous. Ensuite, on passe par une deuxième phase, qui est l'observation, pour observer concrètement qu'est-ce qui se passe en poste. On passe d'abord par une analyse documentaire, la fiche de poste, s'il y a des fiches de procédure, et après, on va l'accompagner dans cette tâche pour qu'il travaille comme il a l'habitude, et nous avoir une observation de ce qui est fait.
Ça peut passer aussi par de la reformulation, parce que beaucoup de travail après sont sur l'ordinateur, donc on demande ce que la personne fait, quels sont les éléments, les étapes, et on voit aussi s'il y a des interactions avec des personnes. Tout ça, on va essayer d'analyser globalement. Ensuite, je prends toutes ces informations, je les analyse et je fais un compte-rendu avec pour but aussi de mettre toutes les difficultés qui sont perçues et observées et de proposer des recommandations en emploi pour aider la personne à améliorer et garder son emploi à long terme si jamais il y avait une situation de rupture ou améliorer tout simplement et être plus à l'aise dans son poste. Pour vous illustrer tout ça, parce que ça reste bien théorique, je vais vous faire un exemple d'intervention. Par exemple, on a Monsieur A. Il travaille depuis des années dans une entreprise. Donc, il avait ses habitudes. Malheureusement, il a subi un AVC et il développe des difficultés cognitives. Donc, il y a tout son accompagnement qui se met en place et on demande à l'ergonome d'intervenir sur son poste. Donc, l'ergonome intervient, on observe que monsieur il a un open space, qui fait beaucoup de réunions d'affilée, et en plus, qu'il possède parmi ses troubles cognitifs des troubles de l'attention. Donc là, concrètement, l'environnement et ses nouvelles contraintes cognitives le mettent en difficulté dans son emploi. Donc nous, on va prendre en compte toutes les difficultés, les contraintes de son travail, et on va essayer de proposer des solutions de compensation de ces nouvelles difficultés. Et on va l'accompagner aussi pour les mettre en place. On propose et on accompagne la personne pour qu'il puisse les mettre en place dans son travail. Ça peut passer par des séances de remédiation cognitive avec des méthodes internes et aussi des suivis de modifications en entreprise avec, par exemple, mettre en place des outils concrètement sur poste. On accompagne l'employeur et l'employé à les mettre en place. Ces préconisations, qu'est-ce que ça peut être? Donc, je vous ai fait une petite liste de préconisations que nous pouvons faire. Tout d'abord, par exemple, des pauses régulières pour prévenir de la fatigabilité. Ça paraît simple, mais c'est des choses, par exemple, si monsieur n'a pas de difficulté, ça fait des années qu'il travaille comme ça, qu'il fait sa pause de midi et c'est tout. Mais on va l'aider à se rendre compte qu'il a peut-être besoin de plus de pauses régulières et qu'à la fin de la journée, il y a une fatigabilité qui sera diminuée. On va aussi demander à l'entreprise d'aider à mettre en place ces pauses régulières, ne pas mettre des réunions pendant ces pauses, par exemple. Tout ça, c'est un travail d'équipe pour que les préconisations soient mises en place. Ensuite, on peut par exemple demander un bureau isolé ou, parce qu'on fait toujours attention aux conditions aussi de l'entreprise, si ce n'est pas possible, un casque anti-bruit pour, s'il a des difficultés attentionnelles, qu'il arrive à se reconcentrer dans son travail. Les réunions, si la personne a des facilités à se concentrer le matin, essayer de prévoir les réunions le matin, des pauses entre les réunions, et quelque chose aussi qui peut être favorable pour lui, des comptes rendus de réunion. Donc ça veut dire que si monsieur décroche avec des problèmes d'attention, il aura le compte rendu et les informations qu'il fallait retenir. Ces comptes rendus sont bénéfiques pour monsieur, mais aussi pour toutes les personnes présentes dans la réunion. Et on peut mettre en place aussi des outils comme des checklists, des fiches de procédure pour aider la compensation. Un deuxième exemple, un peu différent. Il y a une personne qui vient d'intégrer une entreprise. Donc, il ne connaît pas l'entreprise ne le connaît pas pour l'instant. Il possède là des difficultés d'habilité sociale. Donc là, on peut faire plusieurs actions. Avant l'intervention de l'ergonome, on peut faire une sensibilisation collective, toujours avec l'accord du monsieur, pour expliquer au collectif les difficultés. Mais on peut faire aussi des séances de remédiation pour aider à développer des habilités sociales. Donc ça, c'est toujours travailler sur les conditions internes de la personne. Et puis après, on peut aussi proposer une analyse de poste. Donc là, pour identifier les difficultés présentes en poste. Par exemple, est-ce que l'environnement est adapté aux difficultés ou est-ce qu'elle augmente? Sous quelle forme sont les interactions? Comment est-ce qu'elles sont les interactions? À l'oral, à l'écrit. Ce sont des choses qu'on va pouvoir identifier en analyse de poste. Donc, on fait cette analyse et on peut préconiser, par exemple, de cadrer la pratique en indiquant le temps disponible et de mettre en place des sonneries pour aider à gérer le temps. Parce qu'on peut observer qu'il a du mal à rendre les choses à temps. Mais est-ce que du coup l'information a été transmise, a été bien claire sur le temps possible? Est-ce que l'information a été claire et précise? C'est pour ça aussi qu'on privilégie une communication claire, concise et éviter bien sûr la communication orale et qu'elle soit accompagnée d'un support écrit pour en fait que l'information elle soit
claire, qu'elle soit là, présente, qu'on puisse y référer à tout moment et que l'explication, la communication soit simplifiée, par exemple, pour cette personne avec une difficulté d'adaptation sociale qui lui correspond bien sûr à lui. On peut utiliser différents outils pour s'isoler, comme toujours pareil, casque anti-bruit, écouteur de réaction du bruit. Et ça pourra peut-être l'aider parce que bah, si on met cette personne en bureau d'accueil, parce que c'est un des bureaux disponibles, qu'à chaque fois il y a des interactions, allers-retours, beaucoup de personnes, de clients qui interviennent, qui juste demandent où sont les choses, bah, c'est des choses que peut-être que lui va le mettre en difficulté. Alors que si on identifie et qu'on analyse et qu'on conseille peut-être de le mettre dans un autre bureau, un autre open space ou un autre endroit, ça sera plus favorable pour lui. Et du coup, l'envie de renouvellement ne vont pas forcément augmenter ses difficultés à lui. Donc ça, c'est un exemple, bien sûr, de préconisation. Il en existe plein et ces préconisations sont toujours par rapport à une personne. Chaque personne, on va observer sa situation à lui et mettre en place des préconisations. Donc voilà, j'espère que c'était assez clair pour vous. En tout cas, si vous avez des questions par rapport à cette présentation, vous n'hésitez pas à nous contacter et on vous répondra. Merci Lorraine, merci de votre attention. Alors, nous vous proposerons de nouveaux webinaires à la rentrée de septembre. On va faire la petite pause estivale et nous vous enverrons les programmes de nos prochaines interventions à la fin de l'été. Merci beaucoup pour votre attention et surtout n'hésitez pas si vous avez des questions à nous poser, à moi et puis à Lorraine aussi, hein. Si vous envoyez un message à contact, je vous mettrai en lien avec Lorraine. Je répondrai à toutes vos questions. Il n'y a pas de questions bêtes. Vous n'hésitez pas, je vous répondrai. Merci beaucoup et bonne journée. Je vous remercie. Désolée d'être arrivée un petit peu en retard, mais j'ai suivi quand même. Merci beaucoup à vous. Au Avec revoir Au Merci revoir. beaucoup. Merci, bonne fin de journée. également. Au revoir.